Votre émission Le Globe Vert qui est ici au cœur de l'île Égée. Nous sommes bien dans le Kassa, dans le département d'Oussouye, région de Ziguinchor. À travers ce numéro, il sera question de faire un focus sur la formation de mangroves dans cette localité du Sénégal. Le focus sera évoqué avec des experts sur le terrain, mais aussi avec les populations locales. Et comme annoncé, nous sommes avec un acteur qui s'active dans la préservation de ces formations forestières de mangroves. Il s'appelle El Hadj Fall. El Hadj, comment vous allez? Je vais bien, monsieur. Bonjour. Et comment se porte la localité? Elle se porte très bien. La mangrove, apparemment, elle se porte bien en regardant tout cela. Oui, elle se porte très bien, oui. Vous avez travaillé dans le reboisement de cette mangrove. Dites-nous quelles ont été vos actions ici concrètement. Ok, avant de parler des actions, je vais faire une petite historique du reboisement de la mangrove. Parce que, comme vous le savez, le village a commencé le reboisement depuis 2009 avec l'Océanium, dirigé par Ali Haïdar. Donc, on a fait un reboisement. Depuis lors jusqu'à présent, on fait des reboisements. Et on a vu que actuellement la mangrove se porte très bien. Oui. Quand vous dites le village, vous parlez de quel village? L'île Égée ou bien d'autres villages? Non, je parle du village de Diaken Wolof. Oui. Parce que l'île d'Égée, c'est une île qui appartient au village de Diaken Wolof. Donc, chaque année, presque chaque année, on fait un reboisement de la mangrove. On a rebasé de Niambalan au Cap Skirring. Et vraiment, l'état de la mangrove se porte bien. C'est une initiative locale apparemment, ou bien? Non, le début c'était une initiative de l'Océanium, de Ali Haïdar. Oui. Il était venu pour former les gens, comment planter la mangrove. Et que tout le monde s'est mobilisé pour le reboisement. Donc la population s'est appropriée de ces projets de reboisement. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous êtes très satisfait concernant les activités qui ont été menées depuis lors? Oui, actuellement nous sommes très satisfaits, mais dès le début on n'avait pas le courage de le faire. Mais au fur et à mesure que l'on rebase, on a vu qu'il y a une grande utilité par rapport au rebasement. Parce que vraiment, on a vu qu'actuellement il y a beaucoup de poissons qui sont là à cause de la mangrove. Mais également, on sait que la mangrove protège, c'est un abri contre les prédateurs. Donc les poissons viennent se refuser dans la mangrove. Mais également, la mangrove permet de retenir le sol et de lutter contre l'avancée de la mer et de la salinité. Vous avez parlé un peu des fonctions de la mangrove, ces fonctions qui sont le rôle de séquestration de carbone, parce que nous savons aussi que la mangrove joue un rôle fondamental dans la lutte contre le réchauffement climatique du fait qu'elle absorbe tout ce qu'on appelle le carbone, parce qu'il joue ce qu'on appelle le rôle de séquestration de carbone. Au-delà de ça aussi, on a la pêche, parce qu'à côté de moi, on a aussi des femmes qui font la récolte des huîtres. On y reviendra certainement, oui, avec ces images. Ces pirogues que vous voyez, ce sont des femmes qui sont en train de récolter des huîtres. Mais vous avez aussi parlé d'un aspect important, le repos des poissons dans cette localité. On sait que c'est une zone de frayère et c'est un endroit qui permet aux poissons de se reproduire. Mais est-ce à dire que sur le plan écologique, sur le plan social, les populations sont les premiers bénéficiaires et elles constatent vraiment ces avantages? Oui, actuellement on peut dire que les populations sont en train de constater les résultats du reboisement. Parce que comme vous le voyez, il y a des mamans qui sont là pour la récolte des huîtres. Et vous savez, les huîtres se forment sur la mangrove, sur les racines de la mangrove. Donc, dès lors qu'il y a beaucoup de mangroves, on aura beaucoup d'huîtres, et comme vous venez de le constater. Mais également aussi par rapport à la pêche, il y a beaucoup de poissons. Parfois, les pêcheurs vont à la mer pour pêcher et ils attrapent beaucoup de poissons. Vous avez parlé d'huîtres, il y a mon confrère, je dirais même, Souleymane Diallo, qui a fait un reportage sur les huîtres. Suivons ce reportage et on revient. Le business des huîtres, une activité qui marche bien dans le département d'Oussouye. À Loudia Wolof, hommes et femmes s'y activent au quotidien. J'ai amené ces huîtres, les déposer ici pour les femmes. Elles viendront les bouillir demain. Je suis un pêcheur et je m'active dans cette activité. Ces huîtres sont très appréciées par les touristes. On va les écouler au Cap Skirring.
le long des belons. La cueillette de ces fruits de mer attire l'attention des visiteurs. À bord de leur pirogue, ces femmes se déplacent d'un endroit à un autre à la recherche de ce produit très prisé par les touristes. Après avoir cueilli ces huîtres, nous les laissons jusqu'au lendemain pour ensuite les faire bouillir. Après les avoir bouillis, nous séparons le fruit de mer du coquillage. On y gagne notre vie car on les vend dans des localités comme Cap Skirring ou à Oussouye. C'est vrai que c'est la pandémie qui handicape notre business, mais nous rendons grâce à Dieu car on arrive à subvenir à nos besoins. À l'île Egei, tout comme dans les localités environnantes, l'importance de la mangrove est bien mesurée par les populations qui y trouvent leur compte. Merci à Souleymane Diallo pour nous avoir fait ce reportage sur les huîtres. Il y a aussi une image que j'aurais aimé vous faire découvrir, c'est la consommation de ces huîtres. Constatez que ce fruit est très bien prisé ici et que les populations en raffolent. Je ne dirais pas que les populations, mais d'autres personnes que vous allez rencontrer à travers ces images que nous suivons sans commentaire. Et là, nous venons de constater un peu que le rôle de la mangrove est vraiment fondamental. Et aussi, un aspect à prendre en compte, cette formation de mangrove lutte aussi contre l'érosion côtière. Vous avez constaté un peu ce rôle ici dans cette localité? On a constaté vraiment l'érosion côtière dans cette localité. Parce que, comme vous le savez, il y avait beaucoup de rizières qui ont été prises d'assaut par l'eau du fleuve. Donc on l'a constaté. Mais au fur et à mesure qu'on plante les mangroves, on a vu que parfois les mangroves luttent contre l'avancée de la mer. Oui. Ok, il y a aussi un aspect à prendre en compte aussi, c'est la pêche. La pêche aussi est une activité très développée dans cette localité. Ce que nous avons pu constater dans cette localité, c'est que c'est un endroit poissonneux. Nous allons essayer d'aller à la rencontre de certains pêcheurs pour essayer de voir qu'est-ce que cette formation forestière de mangrove leur serve d'activité. Et sur le plan économique aussi, est-ce qu'ils se retrouvent? Aussi, il y a un aspect important en parlant d'huîtres, il y a aussi des jeunes qui s'activent dans ça. Et c'est l'occasion pour moi aussi d'accueillir ici sur le plateau un autre expert. Lui, il est fort en matière de la récolte des huîtres. Nous allons le recevoir tout à l'heure. Il va nous dire comment ça se passe aussi dans cette zone. Malik Ndiaye est aussi un acteur dans cette localité parce qu'il s'active dans l'exploitation des huîtres. Malik, comment vous allez? Ça va bien. Vous êtes très fort en matière d'exploitation de ces huîtres, on nous dit. Hein? Ouais.
Vous les cueillez chaque jour ou bien chaque semaine? Non, on les cueille chaque jour, quoi. On les cueille chaque jour. Par exemple, chaque matin, si la marée est basse, tu prends ton coupe-coupe, tu vas aller, tu coupes. Tu coupes quoi? L'arbre ou bien? Non, les mangroves. Ok. Tu coupes les mangroves, tu dis? Oui, tu coupes le pied. Ah, les racines là, Les tu racines. dis? Ok. La racine avec les huîtres. Ok. Et là, tu le mets dans ta pirogue Ok. et tu les amènes et les mets dans le feu. Ok. Une fois sur le feu, tu grilles ça très bien. Oui, je grille ça avec le feu très bien. Et tu dégustes. Et je déguste ça avec les gens. Ah bon, hein? Ouais. C'est vraiment très délicieux. Oui, c'est vraiment très délicieux, quoi. Ok. Ouais. Et vous le faites pour manger seulement ou bien vous vendez ça aux gens? Non, on le fait pour juste accueillir les clients qui arrivent chez moi. Ok, ok. Ouais. Au niveau de votre campement? Au niveau de mon campement. C'est votre petit assalamu alaikum, quoi? Exactement, c'est notre petit assalamu alaikum. Ça sert aussi d'entrée pour ceux-là qui ont des réservations avant de prendre leur plat. C'est leur plat d'entrée? Exactement, c'est le plat d'entrée, quoi, avant les saucisseries arrivent. Ok, ok. Ouais. Mais Malik, dites-moi un peu. Parce que moi, je suis très curieux. Hein? Ouais. Parce que imagine que je débarque chez toi comme ça. Ouais. Je dis que j'ai envie vraiment de manger ces huîtres. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis? Rendez-vous dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes? Ou qu'est-ce que tu donnes aux populations? Non, juste chaque jour, je les coupe. Ok. Et c'est déjà prévu parce que je sais que chaque fois-ci, il y a des clients qui arrivent. Impérativement, je dois les faire manger des huîtres. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Et tu es en train de concurrencer les femmes, on dirait, parce qu'on voit que les femmes aussi sont dans ça. Hein? Non, juste les huîtres sont tellement nombreux dans les ballons. Ok. Et chacun gagne son pain, quoi. Ok. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que vous dites aux gens par rapport à la mangrove? C'est aussi un des aspects forts qui montre vraiment l'utilité de la mangrove aujourd'hui. Ouais. À travers les huîtres, nous voyons aussi l'utilité de la mangrove. Oui, l'utilité de la mangrove, c'est juste moi, la question que j'ai à dire aux gens. Il faut vraiment protéger la mangrove. Et il y a plein d'utilités pour les gens, surtout la santé de la personne. Parce que c'est un aliment très complet, l'huître. Ok, ok. Ouais. Et je pense que le message est très bien entendu. Malik, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir ici, dans cette partie du sud. Une partie qui est vraiment entourée de mangroves, une île vraiment paradisiaque. Je parle de l'île Égée. Je pense que je reviendrai ici tranquillement pour écrire mon livre sur l'environnement. Écrire encore notre livre sur l'environnement. Tu seras la bienvenue, mon frère. Et je remercie toute l'équipe de leur présence dans la zone. Et ça nous fait du bien. Un endroit qui inspire beaucoup, qui donne beaucoup d'idées. Je pense que c'est un endroit vraiment à visiter, comme on a encore eu à le dire tout à l'heure. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'échanger avec aussi mon ami Malik Ndiaye. Je dis ami parce que c'est un acteur aussi dans la préservation de la mangrove de cette localité du pays. Nous sommes bien dans le cas. Malik, merci, à la prochaine. À la prochaine et bonne continuation. La mangrove, c'est aussi son utilité. En matière de pêche, cette mangrove joue un rôle vraiment fondamental. Nous allons à la découverte de certains pêcheurs pour essayer de voir l'intérêt qu'ils ont de cette mangrove. Est-ce que cette mangrove rend poissonneux cet endroit? Nous allons le découvrir dans un instant avec ce pêcheur. Nous sommes avec Omar Diatta. Omar, comment vous allez? Ça va bien. Omar, est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de la mangrove pour vous les pêcheurs? Bon, la mangrove est très importante. Parce que la mangrove est là pour protéger les poissons. C'est-à-dire comme si vraiment il n'y a pas de mangrove, les gens vont finir les poissons. Parce qu'il y a les gros filets qui l'entourent. Maintenant, si la marotte vient, elle monte cachée dans les mangroves. C'est comme ça que les poissons d'ici s'échappent. La mangrove est un endroit de refuge et de reproduction des poissons. Très bien, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire les différentes catégories de poissons que vous avez dans cette partie?
Bon, il y a beaucoup. Oui, desquels? Bon, j'ai dit, bon, si les gros, bon, on commence sur les gros poissons, comme moi je connais bien. Que tu aimes beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup et c'est ça que je pêche. Il y a des capitaines. On a les capes rouges. On a les fausses morites. On a poissons-raies. On a des capes noires comme les petits poissons. On a beaucoup de mulets, c'est ça que je prends pour aller à la pêche. Ok, ok. Et des poissons chasseurs. Ok. Oui. C'est un endroit très poissonneux. Oui. Vous avez l'habitude d'y aller chaque jour. Est-ce que la pêche est tout le temps bonne? Bon, c'est bon. La pêche est bonne des fois. Tu sais bien, la pêche, s'il y a la grande haute marée, les gros poissons viennent. Parce qu'ils s'accompagnent avec les petits poissons. Ok. Bon, là, tu pêches, tu peux en avoir beaucoup de poissons. Mais en marée basse, les poissons aussi, bon, ils aillent se cacher dans les trous. Parce qu'ils savent bien qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ils se cachent dans les rochers ou bien dans les bâtons qui sont tombés, les bâtons des mangroves, pour ne pas attraper par les filets. On a aussi vu un cortège de dauphins. Oui. Ils sont nombreux ici, les dauphins? Bon, ils voyagent. Ils ne sont pas nombreux, mais ils voyagent. Bon, parce que bon, il y a des temps, ça vient et ça descend. Ok. Parce qu'ici, il n'y a pas une grande profondeur. Donc, ils viennent chercher à manger. Après, l'eau descend dans l'océan. Alors, ils s'accompagnent avec l'eau. Ok. C'est comme ça. Omar Diatta, merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous Oui. autour de l'importance de la mangrove pour vous les pêcheurs. Oui. Vous l'avez constaté, ce fut un moment d'échange autour de son importance. Oui. On se dit à la prochaine. Hein? Ok, merci. Avant d'arriver à l'île Égée, nous avons dépassé un village qui s'appelle Diaken Wolof. Et pour parler de ce village aussi, nous avons Elhadj toujours avec nous. Elhadj, parlez-nous un peu de ce village Diaken Wolof. Sur le plan historique, qu'est-ce que cela représente pour vous ici? Culturellement, ce village vient d'où? Il est né à partir de quelle année? Dites-nous un peu, Elhadj. Je ne peux pas vous dire effectivement la date où le village a été créé, mais néanmoins je peux me permettre de faire une brève présentation de notre village. Donc, Diaken Wolof, c'est un village situé dans la région de Ziguinchor, dans le département d'Oussouye, mais également dans la commune de Oukout, et plus précisément en allant vers Cap Skirring. Donc, ici, nous sommes un village où la population est 100% musulmane, nous sommes 100% musulmans. Donc, le nom de Diaken Wolof, si on parle de Diaken Wolof, c'est pour distinguer l'autre village qui est Diaken Diola. Ok. Donc, il y a deux Diaken, il y a Diaken Wolof et Diaken Diola. Donc, nous, on parle de Diaken Wolof parce que nous sommes des musulmans. Nous sommes des musulmans. Par contre, l'autre village, il y a des chrétiens et des, comment dirais-je, des animistes. Et quelle est l'activité principale de ce village? Ici, l'activité principale, c'est l'agriculture. C'est la culture. De manière agriculture avec grand A. Agriculture avec grand A. On fait la culture de l'arachide, le maraîchage, également d'autres cultures. Restons dans la formation forestière de mangrove parce que à la sortie de Diaken, on a les femmes qui font l'exploitation aussi des huîtres. Et je pense que c'est une activité qui est vraiment florissante ici et qui nourrit vraiment son homme ici. Oui, ici, parce que ici, les femmes, on a de braves femmes. Ce sont de braves femmes qui sont toujours dans la mangrove en train de chercher des huîtres. Et là, nous venons de découvrir un peu la richesse de cette localité. Mais avant de vous lâcher, et là, ces formations forestières de mangrove, c'est en d'où jusqu'à où exactement? Est-ce que ça s'arrête seulement dans cette localité ou ça va dans des autres localités encore environnantes? Oui, c'est presque dans la zone. Hein? Presque dans la zone, ici, Diaken Wolof, Ouron et Lenkin, et toutes les îles, jusqu'au Cap Skirring. Niambalan, Karounat, Sigana. En tout cas, c'est une zone très riche en matière de mangrove.
Et quel est le message que vous lancez à l'endroit de ces villages qui ne font pas le reboisement de ces mangroves? Le conseil que vous avez à l'endroit de ces populations, vous leur dites quoi exactement? Ce que je conseille à ces gens-là, et surtout les jeunes, c'est d'accueillir le projet du reboisement de la mangrove. Parce que, comme je l'ai tantôt dit, la mangrove est d'une utilité capitale. Comment on fait le reboisement? En quelques secondes, dites-nous, quelqu'un qui n'a rien compris de la mangrove, comment on fait le reboisement? Comment se fait le reboisement? Oui, c'est des propagules que vous utilisez, oui, que vous mettez là, on va d'abord à la recette des propagules qu'on amène pour planter dans les zones où on ne retrouve pas la mangrove. Okay. C'est simple, c'est très simple. Et ici, on a quel genre de mangrove? On a les Avicennia ou le Rhizophora? On a toutes les sortes là. On a toutes les sortes là, oui. Donc on a tout et je pense que aussi cela renseigne à suffisance, c'est vraiment le potentiel écologique de la localité, un endroit paradisiaque à visiter. Et là, merci beaucoup, ce fut un plaisir d'échanger avec vous autour de cette question. On se dit à la prochaine. Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et je remercie toute l'équipe parce que je pense que c'est une grande utilité de venir dans cette zone, faire découvrir à tout le monde entier Diakenolof et l'île d'Egei. Parce que nous également à Egei, il y a un campement qui est là-bas, qui est un campement très prisé par les touristes. Donc nous invitons tout le monde à venir découvrir cette île, qui est une île très particulière. Parce qu'avec son ballon de crocodile, je pense que je vous remercie beaucoup. Les crocodiles, vous allez nous lâcher sans nous parler des crocodiles, Elhadj. Vous parlez de ballon de crocodile. Dites-nous un peu en 30 secondes. Non, de toute façon, nous, on est là, on cohabite avec ces crocodiles-là. Ce n'est pas quelque chose de dangereux. Ce sont des crocodiles qui sont là. Et vraiment, on n'a pas peur de ces crocodiles parce qu'on sait que chaque fois, on est là avec ces crocodiles-là. Ce n'est pas agressif. Ok. Dans l'ensemble, c'est ça. Un endroit vraiment paradisiaque à visiter, vous l'avez dit, et je pense que les gens qui ont vu ces images ont dû le comprendre. Cet endroit mérite d'être vraiment visité et je pense qu'il y va aussi de l'intérêt de l'État de favoriser le tourisme dans cette localité pour que ces endroits puissent vraiment être rentables pour la localité, mais aussi pour la région de Ziguinchor et de manière générale pour le Sénégal. Et là, merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hein? Ok, c'est la bonne, mais en fait, vous allez me permettre quelques minutes. Hein, je ne sais pas si... Vous avez juste une minute, vas-y. Oui, parce que nous lançons un appel au chef de l'État, le président Macky Sall, pour qu'il nous vienne en aide. Parce que nous, en quoi faisant exactement? En finançant quand même des projets d'hôtellerie. Parce qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont ambitieux et qui voudraient quand même faire des hôtels ou des campements à l'île d'Egei, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Nous lançons également un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient quand même venir investir à Egei. Aider ces gens-là qui sont là et qui veulent travailler. C'est vrai qu'il y a un campement touristique qui est là-bas. Il y a l'autre campement qui est en train d'être construit avec mon ami Malik. Mais tous ces campements-là, ce sont des jeunes de Diakenolof qui sont leurs propriétaires. Donc il faut que l'État nous vienne en aide. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'avec la volonté de Dieu, tout ira bien, Inch'Allah. Merci beaucoup, Elhadj. Je pense que c'est un message vraiment très intéressant. Et le Globe Vert est aussi là pour impulser un peu ces initiatives pour vraiment promouvoir la localité, pour aussi promouvoir la région verte de Ziguinchor. Je pense que c'est une région pleine de potentialités qu'il va falloir explorer de fond en comble. Merci beaucoup. L'aspect esthétique, c'est aussi une des fonctions de la mangrove. Cet endroit attire beaucoup de visiteurs, des touristes qui viennent de partout. Parmi ces touristes, nous avons une dame à mes côtés. Madame, comment vous allez? Je vais bien. Vous appelez comment? Françoise. 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 Françoise comment? Françoise Jeanne. Ah, vous venez d'où? De quel pays? De France, j'habite à Caen, en Normandie. Ah, et quelle est votre appréciation dès que vous arrivez dans cette localité? Dès que j'arrive ici, là, j'ai trouvé ça calme, propre surtout, très propre. Il y a des oiseaux, la végétation, tout est beau. Pas de stress ici? Pas de stress pour l'instant, pas de stress. Vous vous nourrissez en regardant vraiment ces belles images? Oui, je regarde partout, oui, c'est joli. Oui, ça me plaît.
Vous êtes en famille, vous êtes là pour combien de jours? Je suis arrivée pour Noël, je repars mi-février et je suis chez mon fils avec sa femme et mes 2 petits-enfants. Ah. Voilà. Et là, vraiment, vous êtes très loin de la pollution, Oui, très loin du bruit. très loin du bruit. C'est un très endroit de loin du repli virus. pour vous donner des idées. Oui, tout à fait. Et vous dites quoi à ceux-là qui n'ont jamais connu Eh ben, je cette leur dirais partie que- de la région de Ziguinchor? Vous le dites quoi? Je leur dirais qu'il faut venir visiter, faut venir profiter du calme, de la nature, des oiseaux, de la végétation tout autour. Voilà. C'est la première fois que vous venez ici ou bien? Non, ça fait une quinzaine d'années que je viens tous les ans. Et vous êtes resté fidèle à cet endroit? Tout à fait, je viens toujours sur Cap Skirring, parce que mon fils habite à Cap Skirring. Et donc on visite un peu tout le tour. Voilà. Dites-nous encore ce secret. C'est quoi le secret de la localité? Pourquoi vous êtes tout le temps là? Dites-nous. Parce que c'est beau, parce que c'est calme, Tout simplement. parce qu'il y a le soleil, Parce il y a la que- joie, parce que tout le monde rie ici, tout le monde est Et, heureux. ouais, et je le constate à travers votre visage, je vois que vous êtes très heureuse. Et je pense que c'est une des fonctions de la mangrove. Voilà. Le fait de venir contempler cette belle verdure donne encore des idées, donne encore une bonne satisfaction, Oui. intérieure comme extérieure. Du Mesdames et messieurs, c'est fait un plaisir d'échanger aussi avec ce touriste qui nous vient de France et qui, depuis lors, ne veut pas quitter la localité. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. À la prochaine, madame. Merci beaucoup. Merci. Derrière cette dame se cache un autre homme. C'est un touriste aussi qui aime beaucoup l'endroit. Il est à mes côtés. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vous appelez comment? Jean-Pierre. Jean-Pierre comment? Jean-Pierre Coco. Coq. Ah, comme une coque. Coco. Comme coco, comme la noix de coco. Comme la noix de coco. Voilà. Ah, dites-moi pourquoi vous êtes là dans la zone. Ah, ben, je viens depuis très très longtemps ici. Et donc j'ai des amis ici, Fred, et qui nous emmènent chaque fois dans les îles, et notamment à Egei. C'est une vieille histoire avec vous, hein? Les îles là. Depuis 94. 94, vous me dites. Vous êtes resté fidèle à l'endroit Ah oui, oui, depuis 94. Ah bon? Toutes les années, toutes les années. je reviens. C'est la seule île que vous visitez ou bien vous visitez d'autres îles encore? Non, non, on va à Hidj, on va à Caravane, oui, un peu partout, Quechouane, tout ça. La Casamance est pleine de potentialités, hein? Ah oui, El Ouali, Batinière, oui, il y a vraiment beaucoup d'endroits formidables à visiter. Et comment appréciez-vous vraiment ces îles que vous avez pu visiter à comparer avec d'autres îles qui sont dans d'autres contraintes du monde? Ah ben, disons qu'ici, il y a un peu tout ce qu'on peut souhaiter. Le soleil, le sourire des gens, le calme, les oiseaux, les poissons. Ah bon, vous adorez les poissons, les huîtres aussi? Les huîtres grillées. Racontez-nous votre histoire avec les huîtres là. Ah, les huîtres grillées, ah ben, oui, c'est la première fois il y a quelques années, quand je suis venu la première fois ici à Egei, et je ne savais pas qu'on mangeait les huîtres grillées. Parce qu'en Europe, on mange des huîtres crues. Et donc la première fois, c'était une découverte formidable. Ah. Et depuis toutes les années, je reviens pour en remanger. Ah, rien qu'en contemplant cette belle verdure, Plus, oui. vous êtes vraiment nickel comme on le dit. Ah, je suis complètement déstressé, à l'aise. Merci beaucoup, je pense que c'est un bon endroit, comme vous l'avez certainement constaté, téléspectateurs. Nous sommes à l'île Egei. Derrière cette île, il y a pas mal d'îles qui entourent cette partie du Kassa. Un endroit vraiment à visiter. Ah oui, à visiter. Et vous ne me direz pas le contraire. Hein. Ah, tout à fait, il faut revenir en plus. Merci beaucoup. Dans cet endroit Diola, nous retrouvons aussi des touristes qui parlent bien Diola. Parmi ces touristes, nous avons notre invité à mes côtés. Kasumai. Kasumai ke? Karesakbu? India Sikoban. Sikoban, Kasafakbu? Jata. Ça, c'est jamais vu là. Vous parlez bien Diola. Hein? Mieux que mon ami même, Elder qui est à côté. Dites-moi, vous venez de quel pays? Vous êtes de France. De France. Oui. Depuis Nénombabe, Casamance. Minya ni Simitas. Ah bon? Eh. Est-ce qu'il y a bien man? Ni Cabrous. Cabrous. Babe nous kine? Babe nous kine. Ah bon? Assez qui kere sobu? Kajol Inès. Inès. Ah bon? Angelo kere sobu? Sibeyel. Sibéen. Sibeyel. C'est un Sibéen. Sibeyel. Ah, Sibéen. Babe Soussoum. Soussoum Mamouk. Mamouk. Ah bon? Eh. Vous l'avez certainement compris, il a fait un résumé de la localité, parlant de ses potentialités, mais aussi de son affection à la localité. Il a pris femme ici dans cette localité et depuis, il n'a pas quitté la zone,
comme pour dire que cette localité est paradisiaque, la région de Ziguinchor. C'est un endroit à visiter comme vous l'avez constaté. Mon ami, à la prochaine, merci beaucoup. À la prochaine, Et merci. vous dites quoi à vos amis qui n'ont jamais connu cette zone-là, de venir prendre des femmes ici? Voilà, Djibril Tate. Ah bon? Il faut venir voir. La préservation de la mangrove passe aussi par des initiatives locales. Pour parler de ces initiatives, nous sommes avec un acteur qui a longtemps travaillé dans ce secteur. Il s'appelle Alassane Sarr. Monsieur Alassane Sarr, comment vous allez? Ben, je vais très bien, monsieur Pabi Ibrahima Djidjou. De par le passé, vous avez eu un engagement en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Rappelez-nous encore l'initiative que vous avez portée. Je vais vous parler des écolos, les restes des Verts au niveau de la zone sud. Ah ouais, j'ai milité dans le parti des Verts du Sénégal, le reste les Verts, Rassemblement des écologistes du Sénégal. Et j'ai été président de la communauté écologiste régionale de Ziguinchor pendant 3 ans. Ce qui m'avait d'ailleurs valu un mandat de conseiller municipal à la mairie de Ziguinchor. Et c'est pourquoi cette abeille vous accueille apparemment. Il y a une abeille qui vous accueille là. Il y a une abeille qui est en train de me poursuivre depuis un moment. Je pense qu'elle a senti que, voilà, elle est à côté d'un monsieur écologiste. Ok. Voilà. On va parler de ces initiatives parce que la préservation de ces mangroves aussi mérite d'être vulgarisée. On a vu que du côté de l'État, peut-être ça ne bouge pas comme il fallait, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ces initiatives soient prises en compte par les populations locales aujourd'hui? Affirmatif, c'est d'ailleurs, vous saviez, à l'époque, dans le reste des Verts, il y avait de grands écologistes, je veux nommer Ousmane Sow Huchard et Ali Haïdar. Alors ces messieurs avaient pris conscience très tôt, n'est-ce pas, des effets néfastes, n'est-ce pas, des effets de serre sur l'environnement. Ils avaient pris des initiatives en parlant des palétuviers, la protection de la mangrove. Et justement, nous avons beaucoup travaillé dans ce sens-là, en essayant d'abord de conscientiser les populations sur la préservation de la mangrove. Vous savez que la mangrove, indépendamment du fait qu'elle protège contre l'érosion marine, elle a des effets économiques extraordinaires. Tout à fait. Je crois que hier, vous avez d'ailleurs savouré les huîtres récoltées des mangroves. On a savouré, je dirais. Voilà. Et indépendamment de ça, donc il y a cet aspect écologique de protection de l'environnement, de l'érosion marine. Il y a aussi cet aspect économique, parce que les femmes qui viennent récolter les huîtres vont les vendre, etc. Ensuite, le bois des palétuviers sert, n'est-ce pas, dans toutes les préparations qu'ils font dans les villages. Donc toutes choses qui font que franchement, la mangrove doit être préservée. Nous l'avons compris très tôt. Haïdar, justement, s'y est investi, d'autant plus que lorsqu'il a été ministre de l'Environnement, il a mis le paquet. Il a fait régénérer la mangrove de Tobor et la mangrove de Tama, oui. Et toute cette zone-là du Kassa quasiment, si la mangrove est restée préservée, c'est quand même le mérite d'Ali Haïdar. Il s'est toujours battu pour cela et franchement, c'est parce que très tôt, nous avons pris conscience qu'il fallait protéger la mangrove. Les gens parlent de politique, quand on parle de politique, les gens parlent de politique politicienne, mais cette politique de développement local, est-ce que cette initiative ou ces idéologies sont encore dans le quotidien des Sénégalais? Vous savez, hier seulement, on parlait déjà de la déforestation de la Casamance, de la forêt casamançaise, notamment avec les prises de trafiquants, les trafiquants qui ont été arrêtés avec du bois de rose. Toutes choses qui font que franchement, il faut d'abord ce processus d'éveil de conscience
des populations avant d'arriver à un autre stade. Tout à fait. Je pense que c'est là où on n'a pas mis le paquet. Il faudrait, moi je pense, au niveau des médias, que tous les médias sacrifient au moins une antenne, n'est-ce pas, un instant, n'est-ce pas, à cette préservation de l'environnement, notamment à la coupe du bois. Que l'on explique aux gens que cette déforestation, elle est plus néfaste que bénéfique pour les populations. Maintenant, la prise de conscience des populations, elle se fait toujours très lentement, elle se fait parfois même de manière très laxiste, mais il faut mettre le paquet, et ça je pense que vous les hommes de presse, les hommes de médias, vous avez un rôle prépondérant à jouer dans ce sens-là. Vous avez parlé de la coupe de bois, parce que cette forêt de mangrove que vous voyez aussi fait objet de plusieurs coupes. On a eu le témoignage des populations qui vous disent que dans l'autre côté de cette partie du Kassa, la déforestation se fait avec une communauté étrangère que je n'aimerais pas citer le nom. Il va falloir que les autorités locales puissent prendre les mesures parce que cette mangrove doit être préservée. Au-delà de cette mangrove, on a aussi une île. Devant nous, on a une île, l'île Egei, c'est la plus grande île de la localité. Aujourd'hui, on a vu que c'est un potentiel aussi à exploiter. Mais il y a un vide. Oui, l'érosion marine est difficile à contenir. Il faut des budgets colossaux pour arriver à construire des digues, à construire des murs pour vraiment préserver le littoral. Je suis conscient du fait que le Sénégal n'a pas cette manne financière. Notre budget déjà ne parvient pas à couvrir tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, sur d'autres plans. Rien que le budget du ministère de l'Environnement, c'est à moins de 1%. Il faudrait peut-être renforcer ce budget-là. Et comme je le dis encore, il faudrait non seulement... Bon, on est en train de voir les problèmes qui sont en train d'être causés par la coupe de bois. Certaines populations font les gendarmes, font la police. Malheureusement, ils le font parfois très mal parce que très souvent il y a mort d'homme. Mais je pense que là, ce qui s'est passé récemment, moi je le condamne pas tout à fait. Parce que, bon, peut-être qu'on n'aurait pas dû leur arracher leur bien, mais le fait qu'on les ait bien chicotés et relâchés, c'est déjà aussi une façon de préserver l'environnement, de préserver des coupes de bois. Le potentiel écologique, on le voit immense. On était à l'île La Pointe Saint-Georges, on a vu ce qui se passe, mais on a l'impression que l'aménagement qu'il faut faire pour bénéficier de ce potentiel écologique ou touristique n'est pas vraiment pris au sérieux. Oui, mais parce que tout simplement, il n'y a pas une cartographie sérieuse du potentiel écologique et touristique de la Casamance. C'est une nécessité? C'est une nécessité. Il faudrait que les gens le fassent. Il faudrait qu'au niveau du ministère de l'Environnement, qu'il y ait des gens, qu'il y ait un département qui se consacre à cela. Parce qu'il faut cartographier. C'est-à-dire qu'on a été dans des endroits où pratiquement mal connus, même peut-être inconnus pour des Sénégalais. Alors il faudrait justement que les gens se déplacent, que les gens cartographient. Maintenant, on a des moyens extraordinaires avec l'informatique. Et l'implication du ministère du Tourisme, parce que aussi c'est de son ressort. Mais avant le ministère du Tourisme, il faut d'abord que le ministère de l'Environnement fasse le travail. Fasse son affaire d'abord. Voilà, son affaire. Et ensuite, c'est à partir de là, quand le travail sera fait au niveau de l'environnement, du ministère de l'Environnement, que le tourisme, justement, pourra maintenant s'insérer dedans et maintenant attirer les gens. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici. Par exemple, ça, c'est des villas qui appartiennent à des Européens qui sont venus s'installer ici. Parce que tout simplement, les Sénégalais ne savent pas qu'il y a cette richesse-là. On ne sait pas cette valeur. Voilà. Donc, il y a énormément d'efforts à faire sur tous les niveaux. Je pense que le message est bien compris. Il va falloir que les autorités compétentes puissent prendre les mesures qu'il faut pour valoriser cette potentialité qu'il y a ici au niveau de la zone sud du Sénégal. Nous sommes ici dans le Kassa, à côté de l'île Egei, la plus grande île même du département d'Oussouye. Je pense que ce fut un grand plaisir de recevoir ici Alassane Sarr, par ailleurs PDG de Groupe Média du Sud. Je ne savais pas qu'il avait cet engagement bien avant même ma naissance. Écoutez, moi je le disais hier seulement, je le disais que moi je suis du terroir, je suis viscéralement lié à la Casamance. Parlez-nous de votre relation avec la Casamance. Ben, écoutez, moi je suis né à Ziguinchor, mon père est né à Youtou, parce que mon grand-père du temps des colons, du temps de la Morelle, avait été affecté à Youtou. Donc il a sillonné Efok, Siganar
tout le Kassa. Et pour la petite histoire, il a islamisé beaucoup de populations Diola, n'est-ce pas? Et il a épousé ma grand-mère, la mère de mon père, qui en fait est aussi issu d'un métissage des Lébous de Rufisque qui venaient pêcher sur les petites pirogues à la dimension de celle-là, qui quittaient justement le nord, c'est-à-dire le Kayar, Rufisque et consorts, et qui descendaient avec ces petites pirogues-là jusque dans le Kassa pour venir pêcher. D'ailleurs, quand vous allez à l'île de Djogé, vous verrez qu'il y a une forte communauté de Sérères et de Lébou, et comme on en a rencontré qui ont fondé d'ailleurs les villages de Djaken Wolof et Elenkin. Vous avez des Sar, vous avez des Djob, vous avez des Faye, des Tchao et consorts. Donc ce sont ces populations-là qui ont migré vers le sud et qui se sont établies, qui ont créé les villages et qui ont islamisé beaucoup de populations locales. Et la symbiose s'est très bien passée. Alors moi, je suis issu justement de ce métissage-là. Parce que ma grand-mère, donc je vous disais, elle est de père Lébou, parce qu'elle s'appelle Astundoy. Elle est de mère Djola, de Youtou. Tout à fait. Et mon père donc, est issu de ce mariage avec mon grand-père. Et moi, je suis de mère Mandeng, du Pakao. Donc toutes choses qui font que, voilà. Et je parle Djola, je parle Mandeng, je parle créole, je parle, voilà. Et je pense que c'est un tout, ce qui fait que nous sommes entourés par des bolons qui méritent d'être bien préservés. Absolument. C'est vraiment une richesse inexploitable ici. Absolument. Je pense que le message est bien compris. Et avant de vous lâcher, j'aimerais d'abord vous introduire, parce qu'il va falloir qu'on essaie, au-delà de ces initiatives locales, voir les initiatives étatiques. Pour parler de ces initiatives, nous serons avec une autre dame, elle est membre du Conseil économique, social et environnemental, pour essayer de voir ce qu'on peut compter de ce ministère de l'Environnement, mais aussi du Conseil économique, social et environnemental, sur la valorisation de ce potentiel au niveau de la partie sud. Partons voir cette membre du Conseil économique, social et environnemental, c'est dans la partie débrief. À présent, le débrief. Le débrief, c'est tout de suite avec Ibrahima Diédhiou. Nous sommes avec honorable Madame Dieynaba Goudiaby, membre du Conseil économique, social et environnemental. Madame, comment vous allez? Ça va bien, mon frère. Et au Conseil économique, social et environnemental? Ça va, ça se passe bien. On parlait tout à l'heure des initiatives locales, mais au-delà de ces initiatives, les yeux aussi se rivent vers les initiatives étatiques. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Cet aspect de la préservation de la mangrove de la zone sud a-t-il une part importante au niveau du Conseil économique, social et environnemental? Oui, Diédhiou, je trouve que c'est extrêmement important de parler de cet environnement, surtout quand nous sommes en Casamance. En Casamance, plus précisément dans le département d'Oussouye. D'ailleurs, je félicite au passage les jeunes qui sont dans le reboisement de la mangrove au niveau de Djaken, Wolof et les autres localités qui ont vraiment besoin de ça. Vous avez constaté cette forte mobilisation des jeunes? Oui, surtout dans Djaken, Djaken Wolof, du côté de Karounat, voilà, et les villages environnants. Je félicite les jeunes parce qu'ils sont vraiment actifs pour le reboisement de la mangrove. Ils sont appuyés par qui? Chose importante. Hein? Bon, ils sont appuyés des fois par l'État et aussi par les écolos. Par les écolos. Au passage aussi, je salue les grandes initiatives de M. Ali Haïdar qui a toujours accompagné les jeunes qui sont dans le reboisement de la mangrove. Mais également le chef de l'État qui a toujours accompagné ces initiatives pareilles. Comment ça? Comment ça? Oui. Oh, ben, il a toujours accompagné des initiatives pareilles et c'est pour cela l'année dernière même, il y avait un prix concernant comment ça s'appelle, le reboisement et surtout de l'environnement. Donc le chef de l'État prône pour quand même la protection de l'environnement, de notre environnement, parce que notre cher pays est sur la voie de l'émergence, mais aussi a besoin de la protection de l'environnement. Ok, vous parlez du chef de l'État, mais moi, il me semble qu'il y a beaucoup plus l'engagement des populations locales, non?
Oui, ce qui est normal. Oui. Parce qu'avant avant de demander à l'État de l'aide, mais on doit quand même avoir le courage et la volonté de faire quelque chose pour sa localité et l'État viendra en deuxième position pour appuyer. Donc on ne peut pas tout attendre de l'État. Et qu'est-ce qu'on doit attendre de l'État, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on doit aussi s'attendre du Conseil économique, social et environnemental? Est-ce qu'il y a un engagement réel pour la préservation de l'environnement, surtout de cette partie? Absolument. Le Conseil économique, social et environnemental, qui est une institution quand même qui travaille beaucoup sur ça, de par ses idées pour la protection de l'environnement, est une institution qui fait de son possible pour essayer de voir encore à nouveau comment accompagner ces gens-là qui sont dans la protection de l'environnement. Concrètement, dans la partie sud, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont envisagées ici? Dans la partie sud, oui. Là, nous sommes en train de relancer nos activités. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une chose qui est là, il y a une pandémie qui est là, que nous connaissons nous tous, vous et moi, et aussi le reste du monde. Donc, sur la relance des activités, le Conseil économique, social et environnemental est en train de s'organiser pour voir comment soutenir ces gens-là, les bonnes volontés qui sont prêtes à travailler, à tout faire pour le reboisement, mais aussi pour la protection de notre environnement. Parce que le potentiel économique, on le voit, on a vu des touristes qui viennent de partout, mais on a vu qu'aussi il y a un problème d'aménagement au niveau de ces îles. Je prends l'exemple de la pointe Saint-Georges qui pouvait être bien aménagée et que les gens puissent vraiment se retrouver dedans, mais on a vu une absence totale. Idem pour les autorités locales et aussi pour l'État. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on doit encore aller de l'avant pour valoriser nos potentiels économiques ici? Oui, le cas de la Pointe Saint-Georges est un cas un peu particulier parce que c'est une localité, il y a quelque chose comme 20 ans, voilà, 15 ans de cela. Il y avait énormément de touristes qui descendaient à Pointe Saint-Georges et au même moment, il n'y avait pas une piste ou même une route normale qui pouvait permettre à ces étrangers-là ou même à ces touristes de descendre correctement à Pointe Saint-Georges. Et pourtant, c'est une route de 10 minutes à peine. Oui, moins de 10 km. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, le président de la République, quand il a découvert, quand il a su qu'avec cette route-là de la Pointe Saint-Georges, pourra nous apporter économiquement beaucoup de choses, le président a commencé les travaux. Vous avez vu, il n'y avait pas cette route-là. Auparavant, il y avait des montagnes, des trucs comme ça. Mais c'est une route en latérite. Aujourd'hui, c'est en latérite. Mais c'est un commencement. On ne peut pas venir comme ça et amener immédiatement du goudron et mettre dans une route. Mais quand même, moins de 10 km, ça, c'est des questions qui se règlent en quelques secondes. Pas moins de 10 km, c'est environ 16 km. Oui. Mais même s'il s'agissait de 5 km, mais ça nous coûte combien de francs? La route, c'est des milliards qui font une route. On peut espérer voir cette route réhabilitée rapidement? Ah, bien sûr, parce qu'ils l'ont commencé. Ça fait même pas 2 ans. La route là ne fait même pas 2 ans. On a plaidé, le président, quand il a reçu le dossier, il a immédiatement donné des instructions. On a eu cette latérite-là. Maintenant, la deuxième phase, ça sera une sollicitation pour bitumer cette route-là. Au-delà de Saint-Georges, c'est aussi d'autres îles qui sont là, perdues, qui ne sont pas bien connues, qu'il va falloir valoriser, parce que sur le plan économique, touristique, je pense que le potentiel est incalculable. Nous, quand on se déplace, moi je suis de la commune de Moulombe. Là où nous sommes à Egei, c'est dans la commune de Oukout. Donc quand on se déplace, quand je fais Pointe Saint-Georges, chez moi dans la commune de Moulombe, et que j'alterne, des fois je viens à Egei, dans la commune d'Oukout, passer toute une journée ou même 48 heures à Egei. Ça veut dire que le président nous a demandé de se déplacer et d'aller dans les localités, voir ce qui se passe là-bas. Quand l'occasion se présente, mais on plaidera pour ces localités-là. Et le président de la République est président de la République, il est le président de tous les Sénégalais. C'est une institution, mais il ne peut pas être partout dans le monde entier, dans le Sénégal. Vous porterez la voix des sans-voix. Bien sûr, on le fera. Et c'est la mission qui nous a été assignée. Et c'est pour cela que les Sénégalais ont confiance en nous. Ils nous ont toujours accompagnés. Et ce qui nous a valu cette confiance du président de la République qui nous a nommés aujourd'hui, mais également pour lui représenter au niveau des localités, puisqu'il ne peut pas être partout. Maintenant, quant à ces autorités-là dont vous nous parlez, qui sont là, voilà, je ne sais pas quoi, mais chacun a sa façon de faire. Voilà. Et que dire de cette grande île? C'est d'ailleurs la plus grande île de la localité, non, l'île Egei? Oui, l'île Egei est la plus grande île du département d'Oussouye. Une île paradisiaque, hein? Une île paradisiaque. Il y a des hectares à Egei. Egei est une île très vaste. Donc, s'il s'agissait d'investissement, même si on avait aujourd'hui des partenaires, des bailleurs, qui descendaient à Egei pour essayer d'investir,
je crois qu'il n'y aura pas un jeune qui va traîner dans Diaken Olof, dans la commune de Oukout et même dans le département de Souy. Vous plaidez pour cela aussi? Je plaide pour cela, parce que moi je prône aussi pour le tourisme domestique. Ici à Aigué, si on investit, il n'y aura pas des jeunes quand même de la commune de Oukout qui vont traîner au niveau local. Ou bien aller même, je ne sais pas, emprunter les pirogues pour aller, je ne sais pas, à l'étranger ou quoi. Ces jeunes qui sont là en train de se débrouiller, comme un jeune qui est là, qui travaille avec nous, un certain Malik Ndiaye aussi, il travaille dans les hôtels avec des salaires de 60 000, 70 000 francs. Mais quand il a su qu'il y a du potentiel chez moi, qu'il y a tout chez moi, il est venu. Il a essayé de commencer. Chaque fin du mois, s'il a un sac de ciment, il fait quelque chose. Le mois prochain, il fait quelque chose. Et au fur et à mesure, ça encouragera à ses camarades jeunes, à ses parents jeunes, de venir aussi faire comme lui. Parce que c'est des familles qui sont propriétaires de ces hectares, qui sont à Aigué. Madame Djenaba Goudiaby, honorable, membre du Conseil économique, social et environnemental. C'est fait plaisir de vous retrouver ici, dans cette île nichée dans le département d'Oussouye. Nous sommes dans le Kassa, une île qu'on appelle Aigué. Et c'est l'immense plaisir pour nous aussi de vous dire que c'est la fin de votre numéro, le Globe Vert. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre Globe. C'est moi qui vous remercie, vous, le groupe Média du Sud, pour le travail que vous abattez au niveau de toute l'étendue de la Casamance. Parce que vous êtes en train de vendre l'image de la Casamance. Vous n'êtes pas dans vos studios en train de, voilà, je ne sais pas quoi, mais vous êtes en train de vous déplacer. Vous êtes en train de promouvoir ces îles-là de la Casamance, mais également vendre la destination Casamance. Et aussi... des gens comme vous, quand même, méritent respect et encouragement, vu le travail que vous êtes en train de faire, parce que, voilà, ce n'est pas donné à n'importe quelle presse de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, la population du département de Souy, la commune d'Oukout, la jeunesse du département de Souy vous remercie dans l'ensemble. Merci pour les encouragements, mesdames et messieurs. Ce fut un grand plaisir d'échanger autour de cette question des mangroves. Le Globe Vert vous dit rendez-vous prochainement.